c'est il y a 8 ans, à l'occasion de fragments inédits des Mémoires d'Outre-Tombe qui étaient venus sous mes yeux, que j'avais proposé, je dis bien proposé, un portrait de Chateaubriand, et je devrais plutôt dire une ébauche de portrait de Chateaubriand. Pourquoi tellement de prudence? Ben d'abord, vous savez, parce qu'il est loin, Chateaubriand. Lorsqu'il s'agit de gens assez proches de nous, par exemple Victor Hugo, par exemple Zola ou Rimbaud, dont je vous parlerai, on a des photographies. Et les photographies des gens, c'est extraordinairement intéressant, surtout quand il y en a beaucoup, comme dans le cas de Zola ou dans le cas de Victor Hugo. On peut les recouper, on peut les rapprocher, on interroge ses yeux, on interroge un visage. Chateaubriand, naturellement, pas de photos, alors on en est réduit à des tableaux ou à des dessins, et l'auteur interprète toujours son personnage. Alors on n'est jamais sûr d'avoir un personnage réel devant nous. Et puis il y a un deuxième danger à propos de Chateaubriand, c'est qu'il a raconté des choses sur lui-même, les Mémoires d'Outre-Tombe. Or il est bien certain que, même sans être irrespectueux, on peut parler, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, d'un festival de galéjade. Hein. C'est un spécialiste de farce et attrape. Il nous a raconté des tas de blagues, des tas de contes, des tas de fables. Alors notre problème, quand on est en présence des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Ça ajoute encore à nos scrupules. Je me rappelle que dans mon bouquin d'il y a donc 8 ans, j'avais utilisé un mot qui m'avait bien amusé, de l'éditeur Hetzel. C'était un grand éditeur que Chateaubriand connaissait bien, un homme qui avait des correspondances littéraires avec lui, Chateaubriand, avec Victor Hugo, avec Georges Sand, enfin Michelet, tout ce qui comptait dans la littérature de l'époque. Et Hetzel, dans une lettre, il s'était permis d'appeler Chateaubriand un fameux lapin. Ça m'avait bien plu, mais je me rappelle que dans l'article du Monde, qui était dû à la plume de mon ami Pierre-Henri Simon, camarade d'école normale et maintenant académicien, Pierre-Henri Simon avait froncé le sourcil, il avait fait un petit bruit, vous savez, de professeur qui n'est pas content de l'élève, quelque chose comme « en fait ça se fait pas ». On n'emploie pas un mot de lapin, de fameux lapin, à propos d'un homme aussi considérable que Chateaubriand. Il ne faut pas oublier tout de même qu'il a été académicien, qu'il a été ambassadeur, qu'il est ministre des Affaires étrangères, enfin un lapin, ça se fait pas. Mais je voudrais me justifier à ce propos. Lorsque Hetzel a employé ce mot de fameux lapin, c'était pas du tout contre Chateaubriand, c'était même pour défendre Chateaubriand. Je ne me rappelle plus contre qui, c'était peut-être bien contre Sainte-Beuve. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait mal parlé de Chateaubriand, et Hetzel disait, vous pouvez toujours vous aligner, hein, pour faire aussi bien que Chateaubriand, pour avoir autant de talent que Chateaubriand, vous repasserez. Mais il n'avait pas voulu dire c'était un très grand homme, parce que ça fait un peu majestueux. Alors il a trouvé l'expression de fameux lapin. Fameux, ça veut dire célèbre, et qui est justement célèbre, mais lapin. Pourquoi lapin? Eh bien parce que il y a des côtés pas sérieux chez Chateaubriand, des quantités de côtés pas sérieux. Et c'est même ce que je voudrais vous dire en commençant, et que j'avais pas osé écrire il y a 8 ans, mais maintenant justement je vous dis tout ce que je pense. Je voudrais vous dire que somme toute et par bien des côtés, Chateaubriand, c'était pas un gars sérieux. Alors c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui d'abord. Essayons de voir le personnage. C'est de nous présenter physiquement ce petit monsieur de Chateaubriand. Je dis ce petit monsieur parce qu'effectivement il était petit. Ce qui frappait dans sa taille, c'était sa petitesse, c'était sa brièveté. Au point qu'Edgar Quinet, lorsqu'il l'avait vu, je crois que c'était en 1830 ou 1831 pour la première fois, écrit à sa mère en lui disant « J'étais en présence de Chateaubriand, mais il est petit comme on ne l'est pas ». Oh non, il exagérait, Quinet, il ne s'agissait pas d'un nain, Chateaubriand, on connaît même exactement sa taille. Il avait 1m62. Pas très grand, 1m62, mais enfin, il battait tout de même de 2 cm Peggy. Peggy, lui, c'était 1m60. Ça embêtait beaucoup, ça l'ennuyait beaucoup, Chateaubriand, d'être petit. Il aurait bien préféré avoir une belle stature. Et il est vrai que, paraît-il, lorsqu'il était assis sur des sièges un peu hauts, ses jambes restaient ballantes. D'autre part, il y avait une certaine disproportion, paraît-il, entre son visage, son très beau visage, dont j'essaye de vous parler maintenant, et son corps. Une tête un peu trop grosse pour le corps. Deuxièmement, il était basané. C'est assez curieux pour la part d'un homme de Saint-Malo, enfin un breton. Il avait plutôt l'air, je dirais presque, d'un homme du Sud, enfin d'un Moricaud. Mais cet un basané le servait beaucoup parce qu'une partie de son personnage et du prestige dont il s'entourait venait de ce qu'il se prétendait un explorateur des savanes, enfin quelqu'un qui s'était avancé très loin dans le Far West. Alors ce teint bronzé correspondait à quelqu'un qui était un pionnier de l'Ouest. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ses cheveux. Ah, ses cheveux. Il les a conservés très tard. Vous savez, il n'est jamais devenu véritablement chauve. Il avait des cheveux châtains, mais il les ébouriffait toujours. Si vous considérez le portrait qui est derrière moi, vous apercevrez que ses cheveux sont ébouriffés, et volontairement ébouriffés. Ébouriffés comme il est naturel de la part de quelqu'un qui vit très spontanément dans l'orage. Mon cœur plein d'orage, comme il disait toujours. Les dents, des dents admirables. Jusqu'à la fin, il a conservé des dents éclatantes et éblouissantes. Et vous voyez le contraste satisfaisant que pouvait faire cette admirable denture blanche avec le teint basané. La couleur des yeux. C'est assez curieux, les contemporains ne sont pas tous d'accord sur les yeux de Chateaubriand. Les uns les voient verts, les autres les voient bleus, les autres les voient noirs. Chateaubriand avait choisi
le mot. Il avait choisi l'adjectif. Il avait dit « j'ai des yeux pers ». C'est un vieux mot, pers, vous savez, P-E-R-S. Pers, si vous regardez le dictionnaire, ça veut dire c'est une couleur intermédiaire entre le vert et le bleu. Et je crois que ce mot lui plaisait à cause de son apparentement phonétique avec un autre mot. Père, pervers, pervers. Chateaubriand aimait assez à se donner un caractère, oh non, je ne dirais pas démoniaque, certes, mais enfin, caractère un petit peu pervers. C'était une façon d'annoncer aux femmes, par exemple, qu'il portait malheur. Parce qu'il était prompt aux trahisons, parce que lassitude arrivait très vite avec lui, alors il dit, vous savez, avec moi, vous n'aurez pas de chance. J'ajoute aussi que père, c'est une couleur qu'on attribue volontiers à la mer, et la mer, pour ce Chateaubriand qui est un descendant de marin, la mer c'est une amie à lui, comme le sont les savanes et les forêts vierges. Ben, j'ai parlé il y a un instant de ces galéjades, de ces blagues. Je voudrais, dans la première partie de l'exposé, vous préciser mes idées là-dessus et vous apporter des preuves sur 2 points. Chateaubriand voyageur et Chateaubriand dans ses rapports avec Bonaparte. J'en ai parlé dans mon livre, mais j'ai des petites choses neuves à ajouter. Le voyageur. D'abord, Chateaubriand s'arrangea pour nous faire croire que quand il est allé aux États-Unis, il y est resté longtemps et qu'il a fait une grande exploration. Ben non, on connaît les dates maintenant. C'était dans l'année 1791. Il est arrivé exactement, oui, en juillet 91 et il était déjà reparti à la fin du mois de novembre. Alors, comme il prétend qu'il est descendu, si je puis dire, jusqu'en Floride, alors qu'il est arrivé du côté de Baltimore, étant donné ce qu'étaient les routes inexistantes, les États-Unis à cette époque, il était matériellement et littéralement impossible que dans le court espace de temps qu'il est passé aux États-Unis, il soit descendu jusqu'à la Floride. Ça n'empêche pas de nous en donner des descriptions. Il va aussi raconter la très émouvante rencontre qu'il a vue avec Washington. Il voulait voir Washington. Et c'est vrai qu'il avait un papier de recommandation pour être reçu par Washington, papier de recommandation qui lui venait de Larouérie. Larouérie, c'était un de ces combattants français comme Lafayette, enfin, qui s'était mis au service des insurgés américains. Chateaubriand connaissait Larouérie, et Larouérie lui avait donné un billet d'introduction pour Washington. Mais on sait, depuis un certain nombre d'années, que cet entretien de Chateaubriand et de Washington n'a jamais eu lieu. Parce que malheureusement, lorsque Chateaubriand est arrivé à la demeure de Washington, Washington n'était pas là. Et on ne sait comment. Et bon, on le sait par une petite lettre publiée, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, une lettre de Washington à ce Larouérie qui avait recommandé Chateaubriand. Et Washington dit, je regrette mon cher monsieur, je n'étais pas là quand M. de Chateaubriand s'est présenté chez moi. Eh bien, ça n'empêche pas Chateaubriand de nous donner un récit émouvant de cette visite inoubliable qu'il a faite à Washington. En 1826, lançant ses œuvres complètes, il commet une imprudence, je dirais même une grosse gaffe. Il a publié ce qu'il appelle son journal de voyage en Amérique. C'est un journal truqué, il avait peut-être, je n'en sais rien, rapporté quelques notes, toujours est-il qu'il va les gonfler pour faire de l'effet. Et alors là, il va se permettre des descriptions du Mississippi qui sont peut-être extraordinaires pour les lecteurs, mais qui ne correspondaient en rien à la vérité. Si bien que une revue américaine, dès qu'elle a lu le texte de Chateaubriand racontant son voyage en Amérique, va publier un texte dérisoire, enfin bouffon, comme si l'Amérique entière s'était mise à éclater de rire. Quand on voit que Chateaubriand décrit un Mississippi avec des cacatoès, avec des singes, avec toutes sortes de bêtes extraordinaires qui n'ont jamais existé auprès du Mississippi. Ce qui est la preuve, disait cette revue américaine, je prononce très mal l'anglais, mais c'était quelque chose comme American Quarterly Review. Ben, cette revue américaine dit, c'est un blagueur, c'est ce monsieur de Chateaubriand qui est si célèbre. Ça l'ennuie un peu, Chateaubriand, mais je dis après tout, hein, c'est une revue américaine, ça ne sera pas lu en France. Puis maintenant, c'est 1826, 1827, j'ai d'autres prestiges que ceux qui me sont venus de mon voyage en Amérique. Comment faisait-il d'habitude quand il racontait un voyage? Il en a fait un autre très grand qui s'appelle l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Il a conduit, comme vous le savez, en Grèce d'abord, en Terre Sainte ensuite, en Afrique du Nord ensuite. Il est revenu de Tunisie jusqu'en Espagne. Grand tour, un grand périple autour de la Méditerranée. Seulement, comme il est un peu paresseux et qu'il ne prend pas tellement de notes, au moment où il a publié son récit de voyage, il recourt au voyageur antérieur. Là, il a sur sa table ouvert les bouquins de ceux qui ont traversé avant lui les régions qu'il a lui-même traversées. Alors il lui arrive des mésaventures. Je vais vous en dire 2 en particulier qui sont assez jolies. Il nous raconte ce qu'il a vu en Grèce entre Corinthe et Athènes. Il ne se rappelle pas très bien, mais il a sur sa table le récit d'un voyageur qui avait fait le même trajet. Mais il ne se rend pas compte que le voyageur avait fait le trajet en sens inverse, non pas de Corinthe à Athènes, mais d'Athènes à Corinthe, si bien Chateaubriand nous invite à admirer ce qui était à droite en disant que c'était à gauche. À Carthage, il a aussi un récit de voyageur. Il recopie son récit de voyageur. Et il s'extasie sur une ruine qui était là et qui était particulièrement saisissante et émouvante. Malheureusement, il ne s'est pas rendu compte que le voyageur qu'il copie est quelqu'un qui avait écrit il y a plus de 25 ans et qu'entre ces 25 ans, la ruine avait été détruite. Si bien Chateaubriand n'a absolument pas vu
faute d'existence, ce dont il nous donne cette description pathétique. Tout ça n'est pas bien grave. Mais ce qui est beaucoup plus sérieux, je dirais pas que c'est grave, mais plus sérieux, c'est l'histoire de ses rapports avec Napoléon. Lorsque j'en ai parlé il y a 8 ans, j'étais un peu moins informé que je ne suis aujourd'hui et je vais vous donner quelques détails complémentaires. Vous connaissez la légende, enfin l'histoire officielle, que paraît-il, en France, sous l'Empire, il n'y a eu que 2 personnages qui ont été la gloire des lettres, c'est-à-dire qui se sont opposés aux despotes. Ces 2 personnages, un homme et une femme, étant d'une part M. de Chateaubriand et d'autre part Mme de Staël. La question de Mme de Staël est réglée aujourd'hui. On sait parfaitement que Mme de Staël a passé d'une grande partie de sa vie à essayer de persuader l'empereur qu'elle était admirable. Je crois qu'elle aurait voulu que l'empereur jetât sur elle un regard de convoitise dont il n'avait aucune envie. Toujours est-il, elle a fini par se décourager en 1812. 1812, c'est presque tout à fait la fin. C'est quand elle a vu qu'il n'y avait plus du tout d'espoir. Mais pendant des années, avec un acharnement que je pourrais dire éperdu, elle avait essayé, Madame de Staël, d'entrer dans les bonnes grâces de Bonaparte puis Napoléon. Question réglée. Chateaubriand, c'est autre chose. On nous dit, mais c'est extraordinaire le courage qu'il a eu, pensé. Il a écrit même un pamphlet d'une extraordinaire violence contre l'empereur qui s'appelle « De Bonaparte et des Bourbons ». Ben, c'est ça qu'il faut regarder d'à peu près. Hein. Chateaubriand avait été un émigré, je vous en parlerai la prochaine fois. Il s'était mis dans un très mauvais cas puisqu'il avait porté les armes contre la France. Vous savez, il avait fait partie des émigrés de Coblentz. Enfin, il avait été du côté des troupes assaillantes contre la ville française de Thionville. Il était en exil en Angleterre. Sa situation était très mauvaise. Il commençait à prendre de l'âge. C'était pas un vieillard, mais enfin, il avait 30 ans, quoi. Et il n'avait pas encore de situation. Puis voilà qu'en France arrive ce Bonaparte. Eh bien, il faut savoir que Chateaubriand a une très grosse dette à l'égard de Bonaparte. 3 choses au moins. Premièrement, Bonaparte va, sous la poussée de quelques amis, la poussée de Fontane en particulier, de son frère Lucien, de sa sœur Elisabeth Ciochi, auprès de qui Chateaubriand était en bons termes, Bonaparte va accepter de rayer, le mot était radier, il va radier Chateaubriand de la liste des émigrés les plus impardonnables. Il y avait des émigrés qui étaient pardonnables parce qu'ils s'étaient contentés de quitter la France, il y avait des émigrés difficilement pardonnables qui avaient porté les armes contre la France. Et Chateaubriand était de cette section. Eh bien, Bonaparte va dire, passons là-dessus, rayé. Donc, il peut rentrer en France. Deuxièmement, Chateaubriand est à ce moment-là en train d'écrire un bouquin qui s'appelle Le génie du christianisme, et nous y reviendrons. Mais il se trouve que la politique religieuse de Bonaparte va dans le sens de ce génie du christianisme. Bonaparte voulait faire un concordat avec l'Église, il voulait avoir les curés pour lui, quoi, en somme, il voulait les transformer du reste en des fonctionnaires, et ça lui allait comme un gant, cette publication de Chateaubriand. Alors, la chance extraordinaire que Chateaubriand a grâce à Bonaparte, c'est que son livre, un livre qui pourrait être comme un autre, enfin un livre banal, va bénéficier d'un lancement officiel. C'est le journal officiel qui s'appelait à ce moment-là le Moniteur, qui sur plusieurs colonnes va appeler l'attention et l'admiration des Français sur ce bouquin. Et si le génie du christianisme a eu l'énorme fortune qu'il a connue, sans doute c'est à cause de son talent, mais sans doute aussi c'est à cause de l'appui considérable et officiel que lui prêtait le gouvernement de Bonaparte. Et troisièmement, quand il publie son génie du christianisme, c'est la première fois qu'il gagne de l'argent, ce pauvre Chateaubriand qui très longtemps a été sans dessous. Mais enfin, un livre, c'est pas encore quelque chose qui peut lui faire vivre longtemps. Il n'a toujours pas de situation. Ben, c'est grâce à Bonaparte qu'il aura une situation. C'est Bonaparte qui va le faire entrer dans la carrière diplomatique. C'est Bonaparte qui va le nommer attaché d'ambassade auprès de l'ambassade de France à Rome. Donc Chateaubriand doit 3 choses à Bonaparte: sa radiation de la liste des émigrés, ce lancement officiel changé du christianisme, et une position. Il est entré, il fait partie de la carrière diplomatique. Bien. Molé, dont on a publié seulement pendant la dernière guerre, pendant la dernière guerre, les mémoires correspondantes au Consulat et l'Empire, Molé, dont je vous reparlerai, qui est un esprit méchant, enfin qui n'aime pas du tout Chateaubriand, note, à ce moment-là, nous sommes en 1802-1803, Molé note qu'il est agaçant, ce Chateaubriand, parce qu'il a conservé des amitiés royalistes, c'est-à-dire opposées à Bonaparte, et en même temps, il est du dernier bien avec la famille Bonaparte. Alors Molé écrit ceci: dans un certain monde, il critiquait amèrement les actes du premier consul, tandis qu'il passait chez Madame Battiocchi, la sœur de Napoléon, et chez Lucien Bonaparte, pour son plus grand admirateur. À savoir qu'il pratiquait une politique habile de double jeu. Il se disait, après tout, on ne sait pas si Bonaparte va tenir le coup, je continue à avoir des liaisons royalistes, car c'était les royalistes qui lui avaient permis de vivre en Angleterre. Son ambassade, enfin plutôt sa charge auprès de l'ambassadeur de France à Rome, qui était le cardinal Fesch, l'oncle de l'empereur, comporte des difficultés. Chateaubriand était un homme assez difficile, qui se prenait très au sérieux parce qu'il était un père de l'Église depuis le génie du christianisme. Son chef, l'ambassadeur, le trouvait insupportable. Chateaubriand avait des liaisons ouvertes avec les royalistes de Rome. À un certain moment, il a failli se faire révoquer. Bon, il est sauvé par la peau du cou par Fontane, son ami Fontane, qui est très bien auprès de Bonaparte. Bonaparte ne prend pas de sanctions contre lui et même lui donne une promotion.
Il n'était encore qu'attaché, ou secrétaire, si vous voulez, un petit secrétaire d'ambassade, et grâce à Bonaparte, poussé par Fontane, voici Chateaubriand ministre. Vous savez, ministre, un grand titre avant d'être ambassadeur. Hein. Seulement voilà, il a été nommé ministre dans un endroit qu'il n'y devait pas du tout. Il a été nommé ministre de France à Sion. À ce moment-là, le Valais était une république, éphémère naturellement. Bien entendu, Bonaparte allait mettre la main dessus dans quelques instants. Mais enfin, il y avait tout de même une indépendance fictive du Valais. Il y avait une capitale du Valais qui s'appelait Sion. Et le représentant officiel de la France à Sion, c'était Chateaubriand. Il a pris ça très mal. Il a trouvé qu'on se moquait de lui, enfin qu'un homme de sa stature ne pouvait pas aller s'enfermer dans une république de marmotte, comme il disait. Alors comme il est furieux, et comme d'autre part, nous sommes en 1804, et qu'en 1804, il y a de grandes rumeurs du côté des royalistes contre Bonaparte, parce que même des attentats qui se préparent, il y avait eu plusieurs attentats royalistes contre Bonaparte, parce que Bonaparte à ce moment-là fait ce que l'on peut prendre, ce que certains ont pris pour une très grande imprudence, en faisant exécuter dans les fossés de Vincennes, fusiller à Vincennes le duc d'Enghien, c'est-à-dire un homme qui avait du sang royal, enfin un Bourbon. Chateaubriand se dit, c'est le moment de faire ma dérobade, je vais quitter ce Bonaparte, qui ne m'a pas récompensé comme je le mérite, et je m'en vais me glisser du côté des royalistes. Alors attention, il ne donne pas sa démission, comme il le prétendra, mais il refuse dans des termes extrêmement convenables, sa nomination à Sion en s'abritant derrière la santé de sa femme. Il a dit, moi, je suis extrêmement honoré de cette nomination. Vous savez, malheureusement, ma pauvre femme, enfin, le climat du Valais, c'est difficile. Alors, je prie le citoyen premier consul de bien vouloir accepter que je ne prenne pas le poste qu'il m'a octroyé. Bonaparte fronce les sourcils et voit très bien qu'il y a une manœuvre de la part de Chateaubriand. Enfin, il n'est pas content, mais je ne peux pas dire qu'il le persécute à ce moment-là. Il le persécute tout de même en ce sens qu'il dit, il n'a pas voulu aller à Sion. Eh bien, cette lettre de refus, je la considère comme une lettre de démission. Et c'est fini pour sa carrière diplomatique. Je ne lui ferai pas de misère, hein, mais il ne fait plus partie, il n'est plus sur les contrôles de la carrière diplomatique. Il n'est plus diplomate. Ce pauvre Chateaubriand, qui s'était imaginé que les royalistes français allaient tous d'un seul bloc se mettre furieux contre Bonaparte parce qu'il avait touché un Bourbon, il ne s'aperçoit pas, Chateaubriand, que Bonaparte a fait un coup du tonnerre de Dieu, si je puis dire, en transformant son consulat en un empire. Il est devenu tout à coup l'empereur Napoléon. Il a créé une cour. Alors les royalistes se précipitent à cette cour, parce que, comme dans l'ancienne cour, il y a des préséances, il y a des prébendes, enfin il y a de beaux traitements, si bien que l'assassinat du duc d'Enghien passe, si j'ose dire, comme une lettre à la poste, et que les royalistes font bloc derrière Napoléon. Chateaubriand en est pour ses frais. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien tout doucement et tout gentiment, il va se rapprocher de cet empereur, maintenant qu'il avait essayé de fuir. Se rapprocher si bien, soutenu du reste par des gens, soutenu par Talleyrand l'aime bien, Talleyrand le pousse. Tellement soutenu que lorsqu'il va faire ce voyage, dont je vous parlais à un instant, ce grand périple méditerranéen, il le fait comme voyageur officiel. Pour employer une expression ridicule d'aujourd'hui et américaine, c'est un VIP, enfin, very important person. Il est muni de lettres de recommandation auprès du consul de France à Athènes, auprès de l'ambassadeur de France à Constantinople, enfin, c'est un voyageur protégé par l'autorité impériale. Ce qui lui est fort agréable parce que, par exemple, lorsqu'il est à Jérusalem, et qu'il voudrait se faire recevoir, comme on dit, chevalier du Saint-Sépulcre, et que les moines de Jérusalem ne font chevalier du Saint-Sépulcre que ceux qui donnent certaines sommes d'argent, Chateaubriand veut être nommé gratis, chevalier du Saint-Sépulcre. Discussion, on en a la preuve sur le registre des moines, et les moines disent, tout de même, enfin, quelqu'un qui est recommandé par l'empereur des Français, qui est recommandé par l'ambassadeur de France à Constantinople, on ne peut pas moins faire. Alors on lui donnera son titre de chevalier du Saint-Sépulcre sans qu'il ait déboursé un sou. Il rentre de son périple, comme je vous l'ai dit, il arrive en Espagne où il avait donné rendez-vous à une nouvelle maîtresse royaliste comme toutes les autres. Toutes les maîtresses Chateaubriand, connues du moins, étaient des royalistes. La première, c'était Pauline de Beaumont. Quand je dis la première, enfin une, c'était Pauline de Beaumont. La seconde, c'était Delphine de Custine, très royaliste. La troisième, c'était maintenant Nathalie de Noailles, très royaliste. Et nous sommes en 1806-1807. On sait aujourd'hui qu'en 1807, tandis que Napoléon était en Poméranie, commençait, vous savez, à se battre du côté là-bas des Russes, les rumeurs couraient à Paris disant il n'en reviendra pas. Et il est même possible, j'en ai pas la preuve, il est même possible qu'un complot ait été organisé pour l'assassiner ou s'arranger pour le faire tuer, soi-disant dans une bataille a fait une balle perdue. Si vous étudiez le journal intime de Benjamin Constant, pour l'année 1807 par exemple, Benjamin Constant, vous apercevez qu'on voit l'écho de ces rumeurs. Et Constant est en train de se dire, tiens, l'empereur va peut-être tomber, il faut songer à l'avenir. Bon, Chateaubriand le croit aussi. Alors, sous la poussée de sa maîtresse Nathalie de Noailles, qui est très royaliste, comme je vous l'ai dit, il va commencer à prendre place. C'est-à-dire que, dans cette revue qu'il dirigeait, qui s'appelle Le Mercure, à la fin du Mercure, en petit caractère, vous savez, c'était pas retentissant,
dans un compte-rendu d'un ouvrage, du reste d'un ouvrage qui appartenait à la parenté de Madame de Noailles, il va faire une petite phrase sur Tacite et Néron. Il n'y a pas d'allusion précise, hein. Seulement, il espère que les gens comprendront en douce que Néron, c'est Bonaparte, enfin Napoléon, et que Tacite, c'est lui, Chateaubriand. C'était d'une extraordinaire prudence. Et peut-être que l'empereur ne l'eût pas vu. Mais le cardinal Fesch, vous vous rappelez qui c'est? C'était le chef de Chateaubriand lorsqu'il était à l'ambassade de France à Rome. Le cardinal Fesch, qui détestait Chateaubriand, va amener ça sous les yeux de son neveu l'empereur, et va lui dire, tenez, vous voyez ce qu'il a écrit de Chateaubriand? Ben, on comprend l'allusion. Alors Bonaparte ne se met pas furieux, vous savez, Napoléon n'entre pas dans une grande crise, mais il dit, ah ben simplement, il dit à Fontane, faites savoir à votre ami Chateaubriand que s'il récidive, s'il recommence cette espèce de gratterie à mon égard, je lui retirerai ma protection. Vous avez compris? Je lui retirerai ma protection. Ça veut dire que s'il veut faire un voyage, il ne sera plus un very important personne. Il sera simplement un homme comme les autres. Or, il ne tombe pas, l'empereur. Et au contraire, il revient plein de gloire, plus plein de gloire que jamais. Alors, pour la seconde fois, on va voir notre Chateaubriand s'avancer en rampant gentiment, tout sourire du côté de l'empereur. Il va écrire Les Martyrs, et dans Les Martyrs, il va s'arranger pour que l'empereur en soit entièrement satisfait. Et vous savez, il y avait une censure des livres extrêmement sévère. Et bien, pour qu'un livre ait paru sans difficulté du côté de la censure, c'est que le livre avait plu au maître, ou du moins au censeur. Et je comprends bien, parce qu'à un moment, dans ces Martyrs, ayant inventé de mettre comme personnage Satan, oui, le diable lui-même, il va faire chanter à Satan un verset de la Marseillaise. Et Bonaparte détestait la Marseillaise. Alors on entend Satan qui commence en disant « Le jour de gloire est arrivé ». Ben, ça plaît au maître, ça. D'autre part, dans son récit de voyage, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, lorsqu'il a parlé de Saint Jean d'Acre, vous savez, Saint Jean d'Acre où Bonaparte avait eu des ennuis, eh bien, il ne va pas l'appeler le général Bonaparte, tel qu'il était à ce moment-là. Il va dire l'empereur devant Saint Jean d'Acre. C'était une agréable anticipation, mais ça faisait plaisir au despote. Enfin, c'est vous dire qu'il est de plus en plus gentil. Et effectivement, du côté du pouvoir, on est très gentil avec lui. Au point que, s'il entre à l'Académie française, c'est par la volonté expresse de Napoléon. L'Académie française était pleine de ce qu'on appelait des idéologues, avant tout c'était des anticléricaux. Chateaubriand passait pour un clérical puisqu'il avait écrit Le génie du christianisme. L'Académie française ne voulait pas de lui. Il nous racontera plus tard dans ses mémoires d'outre-tombe, j'ai été élu à une large majorité, alors qu'il a été élu à une voix de majorité, une voix qui était imposée par l'empereur, et il va prononcer son discours, préparer son discours. Or l'Académie se venge. L'Académie n'a pas du tout été contente de voir que l'empereur lui imposait ce monsieur de Chateaubriand. L'Académie va lui faire un sale coup à Chateaubriand. Vous savez qu'un académicien doit déposer le discours qu'il compte prononcer. L'Académie se penche sur le discours pour dire si c'est bien ou mal. Et l'Académie, pour faire pièce à Chateaubriand, lui refuse son discours en disant à refaire. Chateaubriand est trop content, ça l'embêtait beaucoup ce discours. Les royalistes le guettaient pour voir s'il allait faire une allusion à la mort de Louis XVI, car il succédait à l'Académie à ce Marie-Joseph Chénier qui était un régicide. Il est bien trop content de ne pas avoir à prononcer son discours et il dira aux académiciens, eh ben vous savez, moi je vous méprise, j'en ai pas besoin, je prononce pas de discours, pas de réception solennelle. Et il est de mieux en mieux avec l'empereur, puisqu'en 1812, il est même question, grâce à une nouvelle maîtresse de Chateaubriand qui s'appelait Madame Hamelin et qui couchait un peu avec l'empereur, il est question de faire de lui, Chateaubriand, l'inspecteur général des bibliothèques de France avec, dit-il avec une espèce de grande naïveté, avec un traitement d'ambassadeur de première classe. Enfin, c'est vous dire qu'en 1812, ça marche au mieux entre lui et l'empereur. Mais voilà, l'empereur ne va pas tenir sa promesse parce que il a autre chose à faire qu'à s'occuper de bibliothèque. C'est la campagne de Russie, ça tourne très mal. En 1813, on a bien l'impression qu'il est fini, l'empereur, qu'il va être écrasé. La France va être bientôt envahie. Alors qu'est-ce que pense Chateaubriand? Mais il est extrêmement ennuyé, mais horriblement ennuyé. Parce qu'il se dit, je me suis compromis à fond avec l'empereur. Tout le monde sait que c'est lui qui m'a fait entrer à l'Académie française. Et si maintenant arrive Louis XVIII, s'il revient le roi, quelle figure vais-je faire? Alors c'est alors qu'il a inventé d'écrire ce texte qui est assez, je ne veux pas dire déshonorant, mais enfin qui est assez pénible, qui s'appelle De Buonaparte à des Bourbons, où il jette la dérision sur un homme auquel il devait beaucoup. Et quand est-ce qu'il va publier son pamphlet? Sous l'empereur? Oh, pas du tout, il attend que l'empereur soit par terre. Et c'est quand les Russes et les Autrichiens et les Prussiens sont dans Paris, que va paraître cet opuscule qui ressemble à un coup de couteau à un mort. Et il a tellement peur, Chateaubriand, de ce qui va se passer du côté de Louis XVIII, il a tellement peur qu'il va organiser tout un récital, cette fois oui, un récital de mensonges sur ses rapports avec l'empereur. Il va dire, par exemple, en 1804, j'ai jeté ma démission à la face du tyran. Pas du tout, on l'a démissionné. Lui, il n'avait pas démissionné. En 1807, lorsqu'il a fait dans le Mercure de France cette petite allusion très prudente que je vous ai dit sur à Néron et à Tacite,
Eh bien, il va raconter maintenant, l'empereur est entré dans une telle crise qu'il a dit devant mon ami Fontane, je vais faire sabrer ce Chateaubriand sur les marges des Tuileries. Non, c'était pas question. L'empereur avait dit simplement, je lui retirerai ma protection. Hein. Et à propos de l'Académie française, il va inventer deux histoires. Premièrement, il va dire, savez-vous, que j'ai reçu la visite du chef de la police, qui s'appelait Savary, et qui m'a donné le choix entre un cul de basse-fosse jusqu'à la fin de votre vie en prison, ou bien vous acceptez d'entrer à l'Académie. Qu'est-ce que vous voulez, hein, j'étais bien obligé d'entrer. Et quant à l'histoire du discours de réception, il va prétendre que ce discours de réception était tellement libéral, était tellement républicain, que l'empereur l'avait marqué, l'avait griffé de coups de crayon comme les griffes d'un lion, et avait dit, c'est épouvantable ce texte-là, je n'en veux pas. C'était pas vrai. L'empereur avait dit au contraire, je n'ai jamais été mieux loué, et il avait demandé simplement la suppression d'une allusion extrêmement timide au régicide du prédécesseur. En somme, au moment de la Restauration, en 1814, quand les Alliés entrent à Paris, on peut dire que Chateaubriand a tremblé et qu'il a eu cette fois, c'est vrai, une peur de lapin. Eh bien, n'empêche que Chateaubriand était extraordinairement séduisant. Je vous ai parlé de Molé tout à l'heure. Molé qui disait avec hauteur, c'est dégoûtant de voir Chateaubriand sous le consulat, qui tient deux langages divers, qui du côté d'Elisabeth qui dit j'adore ce consul, et du côté des royalistes le critique amèrement. Ben, Molé lui-même se boutonnait, vous savez, ce majestueux, ce type qui aimait pas rire, avoue dans ses mémoires, on ne peut pas se défendre d'une espèce de tendresse, de coupable tendresse à l'égard de Chateaubriand. Il y a en lui quelque chose qui force la sympathie. J'ai honte d'avoir cette sympathie, mais j'ai pour lui une espèce de sympathie. Il y a aussi un texte qui m'a bien plu, qui est de Astolphe, quel drôle de prénom, Astolphe de Custine, c'est-à-dire le fils de cette Madame de Custine dont Chateaubriand avait été un moment l'amant. Ce texte, il est de 1821, donc un Chateaubriand qui est plus un gosse, hein, qui a 53 ans. Eh bien, Astolphe de Custine dit, ah, j'ai retrouvé M. de Chateaubriand avec tant de plaisir. Il est gai, simple, enfant. C'est pas comme ça qu'on le voit d'habitude, hein, gai, simple et enfant. Il y a un côté chez lui de gaminerie dont je voudrais vous parler, et j'avais même terminé mon bouquin sur le détail que voici. Lorsque, en 1833, Chateaubriand a accepté de servir d'ambassadeur officieux, si vous voulez, auprès de Charles X, qui est à ce moment-là en exil à Prague, pour plaider la cause de la petite duchesse de Berry, qui s'est mal conduite, qui a un enfant, et elle est obligée de dire que c'était l'héritière du trône. Hein. Elle a été obligée de dire, oui, c'est vrai, dès que je suis devenue veuve, je suis jeune, enfin, je me suis remariée avec un gentilhomme italien, ça avait été très mal vu à la cour de France, qui était là-bas à Prague. Alors Chateaubriand se constitue l'émissaire. Le voyage est long. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est lui-même qui nous le raconte. C'était à Waldmützen, je crois, en Bavière. Hein. Et il se dirigeait du côté de Prague. Il n'était pas encore arrivé. Il s'embêtait beaucoup, dans sa berline tout seul. Alors voilà qu'à un arrêt, il achète un accordéon. Jamais il n'a touché un accordéon. Mais il s'ennuie tellement dans sa berline qu'il se met à travailler sur son accordéon. Alors représentez-vous ce Chateaubriand, ce majestueux Chateaubriand qui est couvert de décorations, fait qu'il est un ancien ambassadeur, un ancien ministre des Affaires étrangères, et qu'il a à l'intérieur de sa berline s'amuse avec cet instrument dont il ne sait absolument pas jouer, et je te pianote, et je te stouffe, et je te dégonfle, tout ça à l'ahurissement certainement du cocher, vous savez, dans une stupeur impassible, qui entend sortir de derrière lui ces bruits informes et acharnés. Et bien ce vieux monsieur Chateaubriand, si majestueux, et qui chantonne sur son accordéon, que voulez-vous, il me ravit. Je comprends très bien que une de ses maîtresses, enfin Madame de Custine, a dit, j'étais encharmé par lui, encharmé, vous savez, au sens le plus fort, un charme, comme s'il sortait de lui je ne sais quelle magie. Une magie noire? Oh, sûrement pas, voyons, pas noire. Une magie blanche? Ah non, c'est pas non plus une magie blanche. Je chercherais un mot, si je pouvais en trouver un. Je dirais une magie bleue, ou peut-être une magie arc-en-ciel. Pourquoi arc-en-ciel? Parce que ce grand gamin, ce pas sérieux de Chateaubriand, quand il avait 61 ans passés, allait chanter les chansons de Béranger dans un cabinet particulier d'un bistrot qui se trouve encore aujourd'hui devant la gare d'Austerlitz et qui s'appelait justement l'Arc-en-Ciel. Et bien la prochaine fois, je vous parlais d'un autre aspect de Chateaubriand, mais j'aimais aujourd'hui vous montrer ce côté irrésistiblement gamin qui est si séduisant chez lui.